Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si tu veux soutenir l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour faire un don du montant que tu veux ou alors pour faire un don mensuel. Autre sujet dont on voulait discuter dans cette émission Backseat, c'est la question de la lutte contre le narcotrafic, qui est mis en exergue par à la fois le garde des Sceaux Didier Migaud et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Ils ont dévoilé un plan de lutte contre le narcotrafic. C'était mardi dernier à Marseille. Marseille qui est toujours visée quand on parle de trafic de drogue, qui est toujours vu comme, je ne sais plus qui utilisait le terme de laboratoire du narcotrafic en France et en Europe. Ce plan donc de lutte contre le narcotrafic comprend la création d'une cellule de coordination nationale et la création d'un parquet national contre le narcotrafic. Un parquet, je vous rappelle, c'est un ensemble de magistrats instructeurs qui mènent des enquêtes pour ensuite traduire devant les tribunaux d'éventuels prévenus. On a déjà des parquets spécialisés en France. Il y en a un pour les délits financiers, qui est spécialisé là-dedans. On a un parquet national spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, qui est spécialisé là-dedans. Et on aurait peut-être bientôt également un parquet national spécialisé dans la lutte contre le narcotrafic. L'autre proposition, c'est d'assouplir l'excuse de minorité pour les plus de 16 ans dans les cas les plus graves. L'excuse de minorité, ça n'existe pas. C'est un dispositif qui date de l'après-Seconde Guerre mondiale et qui prévoit que les mineurs, lorsqu'ils sont traduits en justice, encourent des peines moins lourdes que celles des majeurs. Voilà, c'est ça. Et donc l'idée, c'est d'assouplir ces dispositifs-là pour les mineurs de plus de 16 ans, entre 16 et 18 donc. Autre proposition, agir sur le portefeuille des trafiquants, mieux appliquer les amendes contre les consommateurs également. La volonté de cibler les consommateurs est très précise dans le discours. Pour information, le chiffre d'affaires du trafic des stupes, c'est 3,5 milliards d'euros par an. Pour comparer, les fleuristes, c'est 1,7 milliard d'euros. Les bouchers, c'est 2,5 milliards d'euros. Les éditeurs de livres, c'est moins de 3 milliards d'euros. Voilà. Trafic de stupes, donc 3,5 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires. Emilio, est-ce qu'avec ce plan de lutte contre le narcotrafic, on se dirige à nouveau vers une politique du tout répressif ? Alors, c'est un sujet qui est complexe. Je ne suis pas un spécialiste du tout du narcotrafic, donc c'est pour ça que je ne vais pas commenter chaque proposition, etc. Oui, il y a deux choses qui me frappent. D'abord, c'est l'argument politique qui est fait par Bruno Retailleau et le gouvernement de cette lutte contre le narcotrafic. C'est marrant, à chaque fois que ce gouvernement est en difficulté, que le RN menace de censure, etc., bizarrement, on a Bruno Retailleau qui sort du bois pour faire une sortie xénophobe, Ouais, c'est vrai. ou annoncer une nouvelle loi immigration, soit il parle de narcotrafic et d'inventer des gros mythos, des fake news, comme sur la prétendue rixe dans un quartier de Poitiers où il y avait, selon lui, 600 personnes, alors qu'en réalité, c'est entre 50 et 60. Bref, ça c'est mis de côté, mais en tout cas, on voit que le gouvernement fait un usage politique du narcotrafic au moment où ils sont en difficulté. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand même sur un contexte plus global. La France est le pays le plus répressif en Europe sur la drogue. C'est aussi le pays dans lequel on consomme le plus de drogue. Donc, on peut se dire, d'un point de vue factuel, on compare, ça marche pas. Ce qu'on propose aujourd'hui ne fonctionne pas. Et c'est le journaliste Philippe Pujol, ce journaliste marseillais, qui est spécialiste, lui, de cette question, qu'on a interviewé dans l'UMA il n'y a pas très longtemps, et qui disait « l'autorité échoue, plus l'autorité échoue, plus on la renforce ». Et c'est donc là, on nous pond encore donc une opération Place Net XXL, et quand Place Net XXL se sera planté comme le Place Net s'est planté au début de l'année, je sais pas, il y aura combien de X, mais 25 XXL, c'est une bonne question, mais en tout cas, ça marche pas, le tout répressif. Et pourquoi ? Parce que on s'attaque pas suffisamment à la question sociale, en fait, parce que derrière ce trafic, il y a aussi des quartiers populaires qui sont en grande difficulté, et parfois on a des familles entières qui vivent de ce trafic. En fait, tant qu'on ne donnera pas des solutions sociales, de travail, etc., à des familles, en fait, ils ne peuvent vivre qu'avec le trafic. Donc, si on fait tomber les réseaux, ce qui est sûrement ce qui est une bonne chose, en fait, on fait tomber dans la pauvreté des centaines, voire des milliers de personnes dans les quartiers, et qu'on ne nous fasse pas croire que les petites mains du trafic gagnent vraiment des milliers et des cents. C'est le capitalisme le plus sauvage, le narcotrafic. Et donc, en réalité, ce sont des gamins qui sont payés au lance-pierre, voire pas payés parce qu'ils sont intimidés, qui se retrouvent à faire vivre leur famille avec quelques centaines ou milliers d'euros par un SMIC par mois, alors que les têtes de réseau, elles, sont à l'étranger, comme dans n'importe quelle multinationale. Donc il n'y a pas de solution miracle, mais en tout cas, il y a
la méthode du tout répressif et seulement répressif, ça fonctionne pas. La méthode du tout répressif, il y avait aussi la question des amendes forfaitaires contre les consommateurs de stupéfiants. Lorraine, toi, tu as vu que ça représentait qu'on avait un taux de recouvrement des amendes de 30%. Ça veut dire quoi? Effectivement, en fait, c'est-à-dire que les personnes à qui on met des amendes pour consommation, finalement, il n'y a que 30% qui sont remboursés aujourd'hui. Donc, on est en fait, pareil, dans le tout répressif qui, en fait, se révèle finalement inefficace, en tout cas de mon point de vue. Et en fait, pour moi, ça représente comment le gouvernement gère cette question-là, en fait, du trafic de stupéfiants, y compris justement dans les quartiers populaires, parce que, voilà, on met du répressif, on met du répressif, on met du répressif. Et là, on est encore une fois dans un contexte où on va encore faire des coupes budgétaires. On est encore en train de nous dire que les quartiers populaires, ça coûte un pognon de dingue, etc., qu'on est gonflé aux subventions, etc. Je peux vous dire que ce n'est absolument pas le cas et que les associations galèrent à trouver des financements, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour le culturel. Enfin, vraiment, on galère dans tous les domaines. Mais en fait, voilà, pour moi, c'est vraiment un truc où, voilà, pour montrer qu'on est efficace, pour montrer qu'on a des gros muscles, etc., en tant qu'État, on montre ça, mais on ne parle pas du fond du problème qui est effectivement social, en fait. Malek, c'était quoi le plan du gouvernement sur le narcotrafic jusqu'à maintenant? Est-ce que les opérations Place Net XXL, c'est terminé? C'est un échec? Ça marche pas? C'est de la com? Alors, il faut prendre étape par étape. Et il y a maintenant 4 ans, 2020, on nous annonce donc les amendes forfaitaires. Aujourd'hui, on peut faire le constat, c'est un échec. Ça marche pas, ouais. On nous a donc annoncé ensuite des opérations Place Net XXL. On en avait parlé dans Backseat, c'était plus des OP de communication plus qu'autre chose, parce que ça permettait aux préfectures de faire de belles vidéos avec de belles musiques, très choc des titans. On l'avait vu ici en plateau pour dire, voilà, on est allé dans telle ville, on y est allé avec tant de flics, on a chopé tant de gars, sauf que la réalité, c'est que ça ne changeait pas le quotidien et que ça éradiquait pas le trafic. À un moment, bon, pas avec le gouvernement Barnier, j'en fais le constat, et pas avec Bruno Retailleau, mais à un moment, il va falloir arrêter de se dire que ce truc très français de oui, on a tout le temps raison, il faut continuer dans le tout répressif et ça va finir par marcher. Il faut regarder un peu ce que font nos voisins. Il faut peut-être ouvrir des réflexions, des expérimentations, voir aussi qu'il y a peut-être d'autres solutions qui sont possibles parce que sinon, à un moment, on fera aussi ce constat de dire que l'État a abandonné. Le tout répressif, en réalité, pour moi, c'est que des effets d'annonce. Je ne peux pas croire qu'ils font de véritables ambitions dans la lutte contre le trafic de drogue. Et même dans la sémantique, quand à l'annonce des opérations Place Net XXL, on ne parlait pas de narcotrafic. Là, le mot narcotrafic, c'est aussi une victoire de Bruno Retailleau, qui employait ce terme avant au Sénat. Bruno Retailleau, c'était narco-racaille. Un narco-racaille, mais Gérald Darmanin parlait de trafic de drogue. La drogue, c'est de la merde, le trafic de drogue. Voilà. Ah, narcotrafic. Narcotrafic, là, c'est tout nouveau, c'est brand new. T'es à Bogota ou Ça vient de. Alors, non, puisqu'on est sur la sémantique, parce qu'elle joue un rôle important, Bruno Retailleau a utilisé un mot qui a fait fureur, qui a bien marché, c'est le mot de mexicanisation. La France serait en voie de mexicanisation. Je suis certain qu'il a sorti ce mot à cause de la série Narcos. À cause du fait. Non, mais blague à part. Qui se passe en Colombie en plus. Le fait qu'il y ait eu des documentaires qui soient sortis et des séries qui soient sorties sur des narcotrafiquants d'Amérique latine, etc., que beaucoup d'Européens ont vu. On a tous vu ça sur Netflix, etc. Quand bien même on n'a pas vu la série, on sait qu'elle existe, etc. Ça crée un imaginaire. Et quand lui, il parle de mexicanisation, ça fait flipper tout le monde. Mais il a eu cette phrase aussi qui est hallucinante, même si. Qui est un sophisme assez dingue. Chaque sniffer quand on tire sur en gros en substance. Quand on fume un joint, quand on fume un joint ou qu'on sniffe un rail de coke, on met une balle dans la tête d'un enfant de 5 ans. Voilà. C'est littéralement la phrase. Wow. Sur France Inter. Oui, d'accord. Donc c'est l'extension du il y a du sang dans votre bédo qu'on connaissait déjà. Il va un peu plus loin. C'est vous qui tirez la balle, d'accord. Non, mais sur la mexicanisation, là, il y a une question de proportion. Je veux dire, le Mexique est effectivement un pays gangréné par la drogue et le narcotrafic. Ça atteint des proportions au Mexique qui n'existent pas en France. Pas encore, j'espère pas. Mais voilà, les politiciens sont à la main des cartels au Mexique. La lutte contre le trafic de drogue au Mexique, c'est l'armée qui l'amène.
Et la moitié des soldats a envie de se barrer de l'armée pour rejoindre les narcotrafiquants qui les payent mieux. C'est ça la situation. Enfin, voilà, rendez-vous, le niveau de gangrène du problème au Mexique est à un stade qui est sans commune mesure avec la France. Même s'il ne s'agit pas de remettre en cause le fait qu'en France, ça progresse. Notamment un truc qui a quand même vraiment marqué les esprits, c'est à quel point le trafic de drogue est de plus en plus présent et fait de plus en plus de ravages dans des villes moyennes qui jusqu'à présent étaient assez épargnées. Marseille, bon, d'accord, on sait, ça fait des décennies, le milieu marseillais, etc. Ça a toujours un peu existé. Là, on parle de Valence. On parle de Grenoble, on parle de mairie, y compris d'ailleurs avec des élus de gauche, y compris proches de la France Insoumise, qui disent qu'il faut arrêter le trafic de drogue, ça ne va plus du tout. Qui s'explique aussi par les positions géographiques de tu parles de Valence et de Grenoble, en fait, qui sont des portes ouvertes, qui sont les lieux d'arrivée aussi de plein de pays européens. En fait, ça peut entre l'Italie, la Suisse, l'Allemagne. En fait, on n'est pas loin. En fait, c'est des zones qui deviennent des plaques tournantes de la drogue. Et surtout aussi, en fait, c'est des guerres de réseaux qui sont menées dans certaines villes qui vont en conquête. Il y avait eu ce cas, je crois que c'était à Nîmes, il y avait eu un gamin qui était mort il y a quelques mois. Et en fait, c'était des gangs qui venaient pas du tout de Nîmes. Ils venaient de Marseille tous. Et en fait, ils exportaient la guerre des gangs à Marseille, mais dans d'autres villes. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'aller comme dans un... C'est terrible, hein. La comparaison n'est pas raison, mais c'est comme dans un jeu de société, en jeu vidéo, on va aller conquérir le territoire voisin. Et ben, ça se joue dans l'échelle d'une ville, mais ça se joue aussi de ville en ville. D'accord. Et puis il y a aussi, ça c'était des enquêtes qui étaient parues après le Covid sur la drogue dans les zones rurales. L'explosion de la consommation de drogue, avec des drogues qui sont livrées par la poste, avec des dealers qui se déplacent. Aussi, ça c'était le célèbre phénomène d'ubérisation du trafic de drogue. Donc voilà, il y a une mutation du trafic de drogue, il y a l'État qui essaye de répondre à ça. Et ça pose 1 milliard de questions. On avait aussi envie d'en parler, Malek. Derrière tout ça, il y a aussi une guerre qui est un peu historique et structurante entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. C'est une guerre qui a toujours existé, mais si je prends le couple, donc Place Vendôme est le lieu où se situe la chancellerie, le ministère de la Justice, Place Beauvau, où se trouve le ministère de l'Intérieur. Si je prends l'ancien duo Darmanin-Dupond-Moretti, ils avaient finalement appris à cohabiter et ça se passait finalement plutôt bien entre les deux. Là, dès l'arrivée du gouvernement Barnier, on a vu que Bruno Retailleau, il s'est pas gêné, il a pris les gants et il a tout de suite dit le problème de la France, c'est la justice. Les flics font le travail, c'est la justice qui merde. Migaud avait rétorqué dans la minute en disant que voilà, la justice faisait son travail. On avait eu dans la presse des petites indiscrétions qui nous disaient que cette idée de parquet spécialisé, Migaud n'en était pas fan. Comme beaucoup de magistrats d'ailleurs. Et là, on voit qu'un arbitrage donc, a été donné et que Migaud la pose sur la photo avec Retailleau quand il fait cette annonce d'un nouveau parquet spécialisé. Donc voilà, donc c'est la défaite de Migaud et on voit que Retailleau, comme sur plein de trucs, est en train de gagner cette guerre. Là, il me fait penser vraiment à Darmanin quand il est arrivé à Beauvau, à Sarkozy, le ministre de l'Intérieur omniprésent. Voilà, on voit qui lead aujourd'hui là dans le gouvernement Barnier. Petite info que je n'ai que des oublis, je suis désolé. C'est pas grave, t'inquiète. Non, mais on va meubler pendant ce temps-là, Laurent. Moi, je voulais juste du coup insister sur le fait que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice d'ailleurs, c'est des ministères régaliens, donc ils sont des ministères hyper clés. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment représentatif de la droitisation qu'on a en fait au niveau du gouvernement depuis les quinquennats successifs de Macron, dont celui en cours. Si le ministère de l'Intérieur gagne, qui est connu pour être justement celui qui est le plus répressif, c'est pas pour rien. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Il y avait une proposition de loi qui avait été adoptée il y a quelques années de ça maintenant, qui avait été déposée par Aurélien Pradier sur la création de tribunaux spécialisés contre les violences sexistes et sexuelles, comme en Espagne. Là, il y a des assos féministes qui me disent « Ok, vous voulez créer donc un parquet spécialisé contre le narcotrafic. Vous nous avez dit à moult reprises que les violences faites aux femmes étaient une priorité nationale. » Vous avez toujours refusé la création d'un parquet de tribunaux spécifiques comme ça peut se faire en Espagne. Où est-ce que vous placez réellement vos priorités ? Et on a aussi un enjeu, j'ai vu qu'il y en a dans le chat qui l'ont dit, effectivement, de considérer le trafic de drogue aussi comme un problème de santé publique. Oui. Et c'est notamment le cas pour les plus jeunes. Je pense à la consommation de cannabis qui fait des ravages sur les cerveaux en cours de formation, donc les cerveaux des plus jeunes. Et c'est la question aussi de l'addiction, tout simplement. La question de
La question de l'addiction. Usul dit quelque chose de très important dans le chat, il ne faut pas se rappeler, ils ont démantelé la police judiciaire. Il y a eu cette réforme de la police judiciaire où aujourd'hui, alors c'est le vrai débat. Toujours une PJ. Comment ? Il y a toujours une PJ. Il y a toujours une PJ, mais on lui a donné beaucoup moins de moyens. D'accord. Bruno Retailleau arrête pas de dire oui, mais il y a des flics sur le terrain, on a du bleu sur le terrain. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup plus de flics sur le terrain, mais par contre, il y a beaucoup moins de flics qui enquêtent. Et puis il y a la PJ et il y a surtout la police de proximité, Oui. qui était une police justement au plus proche des citoyens dans tous les quartiers, qui aujourd'hui n'est plus là. Et donc ça aussi, ça pose Nicolas Sarkozy qui l'a supprimé, la police de proximité. Oui. C'était assez central d'ailleurs dans sa manière d'envisager le rôle du ministre de l'Intérieur et de la police et de son rapport avec la population. La police de proximité, pour le dire simplement, c'était un truc de gauche. Un truc qui avait été pensé par Jox, Chevènement, Daniel Vaillant. Enfin voilà, c'était les grands ministres de l'Intérieur de gauche qui avaient mis en place des policiers qui avaient pour mission d'aller faire du lien avec les habitants. Et notamment, ils passaient du temps à discuter avec les gardiens d'immeubles, avec les mères de famille, avec les commerçants. Et qui sont les sources d'informations énormes aussi dans les Ils jouaient au foot avec les jeunes. Notamment, ils organisaient des matchs amicaux où la police jouait avec les jeunes du quartier au foot, etc. Ça permettait d'apaiser tout le monde. Et ça, Nicolas Sarkozy, effectivement, quand il est devenu ministre de l'Intérieur, il avait fait une très célèbre conférence de presse dans laquelle il avait dit un policier, c'est pas payé à jouer au foot. Et c'était sa manière de mettre fin. Et il a mis fin à la police de proximité.